Bonjour et bienvenue. On parle de sommes astronomiques, des milliers de milliards de dollars issus d'activités criminelles qui, chaque année, sont réinjectés dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ce monde un peu caché du blanchiment d'argent et surtout sur le système très complexe qui a été mis en place pour y mettre fin. La question est simple, mais la réponse est tortueuse. Comment est-ce que l'argent du crime réussit à infiltrer notre système financier, celui qu'on utilise tous les jours? Pour le comprendre, il faut vraiment remonter à la source et suivre son parcours. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce que pour combattre un crime, la première chose à faire, c'est de comprendre comment il fonctionne. Et le blanchiment d'argent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un processus qui est étonnamment bien structuré. En gros, le but du jeu, c'est de prendre de l'argent qui vient, disons, du trafic de drogue, de la fraude, de la corruption, et de le faire passer pour de l'argent qui aurait été gagné tout à fait honnêtement. Le transformer en quelque sorte. Et ça se passe un peu comme une pièce de théâtre en 3 actes. D'abord, il y a le placement. L'argent sale, qui est souvent en cash, est déposé sur un compte en banque ou utilisé pour acheter des biens. Ensuite, la deuxième étape, c'est la circulation. On appelle ça aussi l'empilement. Là, l'argent va être déplacé via tout un tas de transactions super complexes. Des virements vers des sociétés écrans, par exemple, pour brouiller les pistes. Et enfin, l'intégration. L'argent, qui a maintenant l'air propre, est réinjecté dans l'économie via des investissements qui, eux, sont légitimes, comme l'immobilier ou la bourse. Bon, maintenant qu'on a vu le comment, voyons la riposte. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment une véritable force d'intervention mondiale s'est organisée pour combattre cette menace. Et là, on voit parfaitement bien cette approche à 2 niveaux. D'un côté, on a le GFI, le groupe d'action financière qui a été créé par le G7, donc les 7 plus grandes puissances économiques. C'est lui qui définit les règles du jeu au niveau mondial. Et de l'autre, on a des entités comme l'Union européenne qui prennent ces recommandations et les transforment en lois, des lois bien contraignantes pour tous leurs États membres. Mais ça ne s'arrête pas au GFI et à l'UE. En réalité, c'est tout un écosystème qui collabore. Prenez le groupe Egmont par exemple. C'est un réseau qui permet aux cellules de renseignement financier de plus de 160 pays d'échanger des infos cruciales sur des transactions suspectes. Ça crée une sorte de toile de surveillance mondiale. Alors oui, ce schéma peut paraître un peu chargé, mais il montre bien la puissance du système européen. Tout part de la base. Les institutions financières, les banques, les assurances, elles sont en première ligne. Quand elles repèrent une opération qui leur semble bizarre, elles doivent la signaler à leur cellule de renseignement financier nationale, la CRF. Cette cellule analyse l'info et si le doute se confirme, elle transmet le dossier à la justice. C'est un vrai réseau de défense coordonné. Et ça nous ramène à un niveau beaucoup plus familier finalement, celui des institutions financières qu'on côtoie tous les jours. On s'est tous posé la question, non? Mais non, ce n'est pas juste pour nous embêter avec de la paperasse. C'est en fait un maillon essentiel de cette lutte mondiale contre le crime. Ça porte un nom, la vigilance à l'égard de la clientèle. En fait, chaque question posée sert un objectif très précis. C'est ce qu'on appelle le KYC, de l'anglais Know Your Customer, connaître son client. L'idée, c'est de dresser un portrait robot le plus fidèle possible. Qui est le client? Qui va vraiment bénéficier des fonds sur le compte? Et est-ce que les opérations prévues semblent logiques et légitimes? Et un point absolument clé dans tout ça, c'est d'identifier le bénéficiaire effectif. Il ne suffit pas de connaître le nom de l'entreprise, il faut savoir qui se cache derrière, qui sont les vraies personnes qui la possèdent ou la contrôlent. Et pour ça, une méthode très claire, par palier, pour être sûr de ne laisser personne dans l'ombre. Très bien. Mais alors, que se passe-t-il concrètement quand un employé de banque, par exemple, repère quelque chose qui cloche, qui sort de l'ordinaire? Eh bien, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le devoir de suspicion. Le processus est très encadré. Une transaction atypique va déclencher une enquête en interne. L'information remonte de la chaîne jusqu'au responsable conformité anti-blanchiment. Si les doutes se confirment, un signalement est envoyé aux autorités, comme la CTIF en Belgique, qui va prendre le relais pour une enquête bien plus poussée. Et ces organisations, comme la CETIF, ce sont vraiment les centres névralgiques du système. C'est là que toutes les pièces du puzzle arrivent. Elles analysent des milliers de signalements et font le lien entre eux pour déceler les réseaux criminels. Et il faut savoir que si une institution financière manque à ce devoir de vigilance, les conséquences peuvent être absolument stupéfiantes. Ça montre bien à quel point tout ça est pris très très au sérieux. Regardons un cas qui a fait la une. Pour avoir contourné des sanctions américaines, la banque BNP Paribas a écopé d'une sanction tout simplement colossale. Près de 9 milliards de dollars, c'est un exemple frappant des risques encourus. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Les exemples se multiplient. Les 563 millions de dollars d'amende pour Commerzbank, ça prouve que le coût de la non-conformité est juste immense. Aucune institution, quelle que soit sa taille, n'est vraiment à l'abri. Ce n'est pas juste une ou deux banques. Les régulateurs du monde entier appliquent ces règles de manière très stricte et les sanctions financières sont importantes. On voit ici que ça touche tous les types d'acteurs, des grandes banques aux plateformes de paiement en ligne. En fin de compte, le point crucial à retenir, ce n'est pas seulement de punir telle ou telle institution, le véritable enjeu, c'est de protéger la stabilité et surtout la confiance qu'on place dans notre système financier mondial.
Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est une course-poursuite permanente. Les criminels innovent sans cesse, ils utilisent les nouvelles technologies pour masquer leurs activités. La question reste donc entière. Est-ce que les régulateurs parviendront à garder une longueur d'avance dans ce jeu du chat et de la souris? C'est le défi permanent pour assurer la sécurité de notre monde financier.